Bonjour à tous, bienvenue pour écouter l'émission On en parle à Taïwan cette semaine animée par Valentin Floquet, Sasa et Meg. Alors nous allons aborder des sujets pas très sexy, pas forcément très sexy, mais très sportifs peut-être. Oh, pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. En tout cas, on va essayer de traiter des sujets qui vont à la fois depuis le sport en fait, jusqu'à l'alimentation ou encore à l'eau. La météo, ouais, moi j'ai décidé de météo. faire la grève aujourd'hui et de vous parler de la pluie et du beau temps, tout simplement. Ouais. Non, je rigole. Je vais aussi vous parler des termites. Oh. C'est très sexy comme N'est-ce pas? sujet. C'est pour ça on dit c'est des sujets très sexy cette semaine. On va commencer par quoi? Ben, peut-être par ton sujet, Meg. De moi sexy. Alors, je vais vous parler des malheureux cas d'intoxication alimentaire à Taïwan. En fait, tout ça a commencé avec les congés de 4 jours ou de 5 jours liés à la fête du nettoyage des tombes et la fête des enfants. Donc, début avril, c'est à peu près entre 4 et 8 avril. Et il y a eu d'abord un premier cas d'intoxication alimentaire avec pas mal de personnes. Mais on n'avait pas vraiment traité à RTI, à l'antenne, dans le sens où, c'est vrai, il commence à faire chaud. On peut imaginer qu'il peut avoir des cas d'intoxication alimentaire. Et de toute façon, à Taïwan, il y en a quand même de temps en temps. De temps en temps, ça peut arriver, mais je crois que c'est du jamais vu à une fréquence et une échelle aussi importante. Du coup, depuis le 8 avril jusqu'à jeudi, je dirais, c'était le 16 avril, il y a plus de 600 personnes qui sont touchées par des cas d'intoxication alimentaire. Wow. Et tout cela dans l'ensemble de Taïwan. C'est bizarre quand même. Oui, c'est vraiment étrange. Du coup, je pense que ça mérite d'en parler On en parle à Taïwan avec des choses à faire attention surtout. Alors, le tout a commencé avec le fameux rouleau au printemps que les Taïwanais aiment manger pour la fête du nettoyage des tombes. Et La fête de nettoyage des tombes. Tombes. Pas des Oui. bombes. Ok. Nettoyage des bombes, oui, c'est pas à Taïwan pour l'instant, mais bon. Pardon, j'ai mal prononcé. Et donc, c'était dans un marché il y avait un stand qui vendait spécifiquement le rouleau de printemps. Et on peut imaginer que pour cette fête, il y avait eu beaucoup de personnes qui étaient allées acheter en fait ces rouleaux. Et au total, il y a eu 173 cas d'intoxication. Il y a ces personnes ont été envoyées à l'hôpital. C'était dans le même endroit? C'est dans le même endroit, c'est un marché à Kaohsiung, dans le sud de Taïwan, où il fait déjà très chaud. Donc, ça se comprend dans ce sens. Et donc là, c'était déjà un premier cas qu'on avait hésité à traiter dans les news, mais on ne l'avait pas fait. Et quelques jours plus tard, c'est arrivé dans une chaîne de boîtes de repas qu'on appelle le biendang, en fait, que les Taïwanais peuvent acheter pour le midi ou le soir. Et là, c'est une chaîne. Et là, plus précisément, dans 2 différents restaurants de cette chaîne, dans le Nouveau Taipei, il y a cette contamination des aliments. Et là, il y a aussi des centaines de cas des personnes qui ont été envoyées à l'hôpital pour cela. Et par la suite, le même cas s'est arrivé à Taoyuan, aussi dans un restaurant. Et dans le grand parc de loisirs Jianhushan à Yunlin, dans le sud-ouest, où il y a 600 élèves collèges d'une école du Nouveau Taipei qui s'étaient déplacés là-bas pour leur voyage de fin d'études. Donc là, pareil, c'est environ 70 personnes qui ont été intoxiquées, à peu près. Et du coup, au total, il y a plus de 600 cas, et la plupart des tests dévoilent que ces intoxications sont liées à ce qu'on appelle ça s'appelle la bactérie Salmonella. La salmonelle. La salmonella, groupe D. Apparemment, c'est un genre de bactérie qui comprend entre plus de 205 000 à 206 000 stéréotypes identifiés. Et ces bactéries pathogènes ubiquitées
kystes, en fait, sont responsables donc de la salmonellose, je crois que c'est le nom, et elles sont transmissibles par la consommation d'aliments contaminés. Donc, ça peut être des viandes, des œufs, des produits laitiers, ou le contact avec des animaux, provoquant des gastro-entérites ou des fièvres. Et du coup, à Taïwan, selon les différents médecins, en fait, la plupart de Salmonella sont du groupe B ou D qu'on peut détecter à Taïwan. Et la plupart des cas, ça vient des œufs, de la viande et aussi des produits à base de soja. Et donc, parmi tous ces produits cités, c'est essentiellement des œufs qui semblent être les plus fréquemment vus, en fait, à Taïwan. Même en général, les cas de salmonelle, c'est vraiment les œufs, souvent des œufs mal nettoyés où il reste des excréments de poules. Oui, donc, selon les autorités sanitaires, si on consomme des produits alimentaires contaminés, la maladie peut se déclarer entre 4 heures jusqu'à 48 heures après. Et donc, ça comprend, donc plus l'arrivée de la maladie est rapide, plus les symptômes sont graves. Donc, ça peut comprendre le diarrhée, mal de ventre, oui, et aussi le froid, et aussi la fièvre, la nausée, le vomissement. Et généralement, ça se guérit entre 2 à 3 jours. Mais il y a environ 5% qui devient porteur de ce pathogène, en fait. On pourrait dire porteur de pathogène. Mais il n'y a pas eu de décès pour le moment à Taïwan. Pour le moment, il n'y a pas de décès. Tout est soigné. Et les médecins disent que, en général, ce genre de bactéries se reproduit très rapidement entre une température allant de 20 à 40 degrés. Ah bah c'est juste bien en ce moment. Ouais, justement, en fait, comme la température commence à monter, et dès que les situations de cuisine ne sont pas complètement contrôlées et avec des aliments qui sont mal lavés ou qui sont déposés sans être conservés dans le froid pendant trop longtemps, la bactérie se propage très rapidement. Voilà. Donc, il faut nettoyer les aliments, il faut nettoyer les mains assez rapidement, pour éviter, donc bien préparer les aliments, bien séparer les différents aliments. Il faut aussi complètement chauffer les aliments. Ça ne peut pas survivre au-delà de 65 degrés. Donc, parce que les rouleaux de printemps à Taïwan, ils sont frais. Enfin, c'est assez rare d'ailleurs que les Taïwanais mangent des légumes frais, mais justement dans les rouleaux de printemps, c'est possible. C'est plutôt les légumes frais à Taïwan. Oui. Et du coup, ça peut arriver. Donc, c'est à tout le monde de faire les précautions. Et donc de suivre les instructions, en fait, de bien se protéger contre les maladies. Et cela en sachant que les restaurants qui sont... Donc, dès qu'il y a ce genre de cas, il y a eu une suspension d'activité immédiate de la part des autorités. Et des sanctions peuvent aller jusqu'à 200 millions de dollars taïwanais pour les restaurants récidivistes. Et c'est à peu près 5,37 millions d'euros, en fait. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup, et c'est surtout pour les récidivistes. Donc, la sanction la plus faible, c'est 60 000 dollars taïwanais, donc à peu près 1 600 euros. Donc, c'est surtout pour la violation de la loi sur la sécurité alimentaire. Voilà, donc dès qu'il y a des cas aussi massifs des contaminations, il y a bien sûr des enquêtes qui sont menées, et là, des différents restaurants concernés sont actuellement placés sous enquête. Voilà. À suivre donc. Mon sujet pas très sexy. Suivant par un autre sujet. Alors moi, comme je vous ai dit, j'allais vous parler de la pluie et du beau temps. Oui, plutôt de la pluie ou de beau temps. Un peu des deux en fait. Ça oscille beaucoup en ce moment. Oui. En fait, il y a 2 semaines, dans On en parle à Taïwan, je vous avais justement parlé de la sécheresse qui avait commencé à pointer le bout de son nez, surtout dans le centre et le sud de Taïwan, pas trop dans le nord. Vous aviez peut-être vu justement les vidéos de Valentin sur la page Facebook ou la chaîne YouTube de RTI avec des bassins de rétention d'eau qui s'étaient vidés, puis on avait pu voir des anciennes constructions ou encore une sculpture avec des grenouilles superposées dans le lac du soleil et de la lune.
Et en fait, après cet épisode ou un petit peu d'alerte au niveau de la sécheresse, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une actualisation parce qu'il s'est passé des choses ces derniers jours. Ah. Et oui, finalement... Il s'est passé le beau temps ou la pluie? Eh ben, il y a eu la pluie, pas mal de pluie dans le centre de Taïwan. Et ça a justement fait monter le niveau d'eau dans certains réservoirs, surtout dans la région de Taichung, où ça va beaucoup mieux. Et il faut signaler aussi que dans la région de Miaoli, donc vers le centre de la côte ouest de Taïwan, il y a même eu une petite inondation. Ah. C'est la rivière Chare qui est sortie de son lit, justement le week-end aussi du nettoyage des tombes. En fait, il y a un vieux poème en fait qui dit Qingming Shijie Yu Fenfen, c'est-à-dire la pluie arrive toujours à la fête de Qingming en fait. Ah, je ça manque pas. jamais quasiment. Oui. D'accord. Oui. Eh bien, comme quoi cette année c'était encore confirmé. Le cas, oui. Il a plu justement ce week-end-là, ce qui est pourtant un week-end très apprécié par les Taïwanais pour prendre des vacances. Mais... Oui. Et en fait, du côté de Miaoli, les précipitations cumulées ont atteint 300 mm. Il y a un village qui a été inondé et ça a endommagé des plantations, notamment de pastèques et de melons. Et oui. Les fruits qui devraient arriver sur le marché en été, en fait. Oui, mais il y en a encore dans d'autres parties de Taïwan. Et donc, d'après les autorités locales, cette inondation serait due en partie à un dragage insuffisant du lit de la rivière. D'accord. En fait, c'était une décision qui avait été prise pour préserver l'habitat d'une espèce de poisson en voie de disparition. Ils avaient décidé de nettoyer uniquement le centre de la rivière et de laisser la végétation envahissante le long des berges, notamment le bambou, qui aurait peut-être contribué aussi à freiner l'écoulement de l'eau près d'un pont. Enfin, je ne sais pas exactement, je pense qu'ils sont en train de voir ce qui s'est vraiment passé. Mais pour éviter de nouvelles inondations, les autorités ont déjà dit qu'elles allaient draguer davantage le lit de la rivière. Et du coup, les poissons ne seront plus préservés? Ben, je sais pas. En fait, à Taïwan, déjà, bon, là, ils ont argué du fait que la sécurité des villageois, c'était la priorité. Et deuxièmement, quand on parle de draguer les rivières à Taïwan, c'est vraiment tout le monde est pour, quoi. En général, comme je ne sais pas si vous aviez écouté, comme l'avait dit Grégoire Ramé, un chercheur qui faisait des recherches sur l'extraction du sable à Taïwan, avec cette fameuse entre guillemets exception taïwanaise où il faut beaucoup draguer le lit des rivières, ce qui arrange bien les extracteurs de sable et de gravier pour le béton. Mais en même temps, c'est vrai qu'à Taïwan, c'est une situation assez particulière parce que, contrairement à beaucoup de pays où les fleuves sont très longs, en fait, Taïwan, c'est très petit. Et montagneuse. Et montagneux. Et du coup, quand il pleut, c'est souvent aussi des épisodes de pluie très, très forts. Et du coup, les lits des rivières débordent très rapidement parce que ça arrive très vite à la mer, quoi. Donc, c'est une vraie question. C'est ça, à Taïwan, en fait. On a beaucoup de pluie, mais on a beaucoup de problèmes de sécheresse en même temps, en fait. Oui, c'est vraiment les extrêmes. Ça aussi beaucoup. Et donc, je suis allée voir le site water.taiwanstat.com qui est très pratique parce qu'on peut visualiser le niveau de tous les réservoirs. Donc, ceux de Jiayi, Yunlin et Zhanghua sont autour de 30%. Donc, ça veut dire que dans le sud, il manque encore pas mal d'eau. Oui. Et ceux de Tainan, ils sont un peu plus au sud, autour de 20% seulement de leur capacité, avec quelques exceptions. Et j'ai aussi appris par un reportage de la télévision PTS que les bureaux de gestion de l'eau dans le sud de Taïwan avaient eu recours à des méthodes de géo-ingénierie pour tenter de provoquer des pluies artificielles autour du réservoir de Zhengwen, notamment. Donc en fait, il s'agit d'ensemencer les nuages en dispersant des particules d'iodure d'argent ou de chlorure de sodium dans les nuages. Et donc à Taïwan, ces particules ont été propulsées par des sortes de petites fusées. Ça ressemble à des feux d'artifice, en fait. On fait ça souvent lorsqu'il y a des masses de nuages qui peuvent arriver, en fait. Oui, et bien là, justement, il y avait des nuages qui arrivaient de la Chine. Il n'y avait pas que l'eau, alors. Du coup, il y a aussi des poussières.
Et donc, normalement, ces particules aident à la condensation pour que les gouttelettes d'eau deviennent plus lourdes et tombent, en fait, fassent tomber la pluie. Reste à savoir si ça fonctionne vraiment, outre les conséquences aussi à long terme sur la santé, parce que pour le moment, le réservoir de Jiangwen à Tainan n'est finalement que de 20% toujours de sa capacité. Il y a une petite exception à Wushantou, aussi à Tainan, qui est d'ailleurs relié à celui de Jiangwen par un pipeline. Et lui, il est à 60%. J'ai pas vraiment compris pourquoi. Et il y a une exception notable à Pingdong, dans la pointe sud de Taïwan, avec le réservoir de Mudan, qui a atteint 57% de sa capacité, ce qui est pas mal. Et selon les explications que j'ai trouvées sur Internet, cette abondance d'eau serait permise par sa zone de captage, qui a une végétation particulièrement dense. Et donc, cet environnement permet d'entretenir effectivement les ressources en eau sur place. Alors, dernier point sur l'eau, il y a 2 semaines, j'avais aussi mentionné que le fait que les ressources en eau sur la côte ouest de Taïwan sont à la fois utilisées par l'agriculture et l'industrie des semi-conducteurs, ce qui peut créer des tensions parfois quand il y a des sécheresses. Et je voulais apporter quelques précisions pour vous dire que la quantité d'eau utilisée par l'entreprise TSMC par jour à Taïwan, juste à Taïwan bien sûr, est estimée entre 150 000 et 200 000 tonnes d'eau, c'est-à-dire plus de 80 piscines olympiques par jour. Et la production de semi-conducteurs nécessite en effet d'énormes quantités d'eau. Et aussi d'électricité. Oui, tout à fait. Alors, on va parler juste de l'eau, c'est déjà beaucoup. Oui. En fait, il faut de l'eau pour créer une eau, entre guillemets, ultra pure, qui sert à nettoyer et rincer les plaquettes de silicium à chaque étape de la fabrication pour éliminer la moindre particule et garantir vraiment une précision nanométrique. Et l'eau est aussi utilisée pour refroidir les équipements, parce que sinon ça chauffe beaucoup. Mais ces dernières années, TSMC a beaucoup investi dans les technologies de recyclage de ces eaux usées et aussi dans des usines de retraitement de ces eaux pour assurer la continuité de sa production. Et aujourd'hui, en fait, TSMC recycle plus de 85% de ces eaux industrielles utilisées dans les usines de semi-conducteurs à Taïwan. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien, oui. Ce qui permet d'utiliser plusieurs fois l'eau pour le processus de rinçage. Mais il faut quand même noter que la consommation d'eau de ces usines augmente avec la complexité des puces. Donc le problème ne fait que se reposer à chaque fois. Et je vais changer de sujet pour terminer avec une petite anecdote sur, comme je vous ai dit, sur les termites. Parce qu'on savait déjà qu'ils sont très intelligents, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas besoin d'un doctorat d'architecture à Cambridge pour inventer un super système de ventilation des termitières géantes. Au contraire, justement, ce sont les architectes qui s'en inspirent. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des termites dans le nouveau Taipei, à Banqiao plus précisément, parce qu'elles ont fait une nouvelle prouesse. Ils ont construit un pont. En fait, pas vraiment, parce que elles sont plutôt sous la terre, en l'occurrence. Et elles auraient été à l'origine d'une explosion qui a littéralement fendu la chaussée en envoyant des débris dans les airs. Je ne sais pas si tu as vu ça, Valentin, il faut que tu regardes, toi qui aimes bien tout ce qui est un petit peu impressionnant sur Internet. Alors, comment est-ce que c'est possible ? En fait, d'après les autorités locales, les termites auraient grignoté un câble à haute tension, un câble souterrain de 20 000 volts, et elles auraient provoqué comme ça un court-circuit, déclenchant un souffle d'air qui a traversé la chaussée et qui a laissé un trou de 2 mètres carrés. C'est assez fou. Bon, heureusement, il n'y a eu aucun blessé, mais l'explosion a provoqué quand même une panne de courant qui a touché près de 5000 foyers. Bien sûr, l'électricité a été rétablie assez rapidement, mais je suppose. Elles sont assez balèzes, les termites. Et quand elles n'ont plus de bois à manger, finalement, elles s'attaquent aux câbles de haute tension. C'est des termites élevés et formés par l'ennemi, en fait. C'est une guerre cognitive. Guerre souterraine. Voilà pour les termites. On va passer à un sujet peut-être un peu plus sexy.
On passe de la terre aux airs avec les volants et le badminton. Je vais parler un petit peu de Lin Chunyi qui a ces derniers temps pas mal brillé dans le monde du badminton. Est-ce que vous connaissez Lin Chunyi ? Pas du tout. Grâce à toi, j'ai fait des recherches et apparemment c'est une étoile montante. Exactement. Alors il a 27 ans et il vient de remporter l'Open d'Angleterre de badminton, l'un des tournois les plus prestigieux au monde. Pour ceux qui connaissent un peu le tennis plus que le badminton, c'est l'équivalent de Wimbledon. Ah oui, voilà, donc d'accord. c'est un des grands chelems du badminton mondial. C'est un exploit immense pour les Taïwanais puisque une seule personne, une seule star du badminton a déjà réussi à remporter ce tournoi. Vous savez peut-être qui c'est ? Oui, mais j'ai oublié son nom. La dame, la femme... Oui, Tai Tzu. Tai Tzu, voilà. Donc c'est la première et la seule avant Lin Chunyi à avoir fait cet exploit. Et là, c'est donc le premier garçon, le premier homme à avoir remporté ce tournoi taïwanais, bien sûr. Mais ce qui rend vraiment son histoire captivante, ce n'est pas vraiment la victoire, mais c'est le cheminement, comment il en est arrivé là, parce que c'est vraiment tout un déroulé depuis le début de la saison, depuis janvier, qui a mené vraiment à cet exploit, on va dire ça comme ça. Faut déjà savoir donc techniquement que Lin Chunyi est ce qu'on appelle un talent brut. Il est gaucher avec un smash redoutable et imprévisible et il a été surnommé le canon de la main gauche, Zhou Shou Zhongpa. C'est vraiment l'explosivité de son smash qui fait vraiment sa particularité en terrain et justement pourquoi j'ai voulu en parler, c'est parce que j'ai vu une vidéo de la Fédération internationale de badminton sur YouTube qui a dédié 9 minutes de ses meilleurs coups à la suite de sa victoire à l'Open d'Angleterre et c'est impressionnant comment il met ses adversaires en échec. C'est beaucoup de points gagnants. Des fois, c'est souvent, on essaie de pousser l'adversaire à la faute. Et là, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que c'est beaucoup de points gagnants par des smashs où l'autre, en fait, l'adversaire, il peut pas rattraper tellement ça va vite. Il est scotché, quoi. Est-ce qu'il est grand de taille ? Il est assez grand, oui. Okay. Donc sur le terrain, il impressionne par sa vitesse, son explosivité et sa capacité à masquer ses intentions jusqu'au dernier moment. C'est très important en badminton. Un grand joueur. Voilà, parce qu'en fait, si vous connaissez un peu le badminton, ce sont des déplacements qui se font par des sortes de pas chassés. Mm-hmm. On ne court pas en badminton, on fait des pas chassés pour revenir tout le temps au centre du terrain et repositionner après le volant en fonction de où il est lancé par l'adversaire. Et donc c'est vraiment sa spécialité, c'est de prendre très vite le volant et de l'attaquer très très fort en smash plombé avec des smashs, j'ai vu là sur l'Open de badminton, c'était 350 ou 380 km/h. Waouh. Alors faut savoir que c'est le sport où les balles balles volantes sont les plus rapides. Peu importe tout sport confondu, plus que le golf ou n'importe quel autre sport, c'est vraiment le badminton où il y a des vitesses d'accélération qui sont les plus impressionnantes. C'est plus rapide qu'une voiture de course, non ? Ah oui. C'est aussi rapide que les records de TGV en fait. Voilà. C'est la vitesse de TGV, à peu près. 300 km/h. Voilà. Et donc, pour donner un peu plus d'informations sur Lin Chunyi, il vient de Fangliao, dans le sud de Taïwan, un village portuaire entre Donggang et Kending, pour ceux qui veulent situer à peu près. Il est issu d'une famille d'agriculteurs. Enfant, il voit ses parents travailler dur dans les vergers sur des terrains escarpés, et c'était des plantations de mangue. Et en fait, pour lui, les mangues, c'était plus un symbole de sacrifice que de douceur. Très tôt, il développe une forme de maturité rare. Il veut réussir non seulement pour lui, mais pour soulager sa famille qui a beaucoup de difficultés à s'en sortir avec cette exploitation. Et donc, cette responsabilité devient donc une force dans sa manière de travailler, mais aussi un poids, puisqu'à l'adolescence, il s'impose une discipline extrême, toujours courir plus vite, frapper plus fort, soulever plus lourd. Il fait beaucoup de préparation physique en amont
de son travail technique de badiste. Donc il ne veut pas seulement gagner, il veut prouver qu'il mérite sa place, mais au plus haut niveau, cette mentalité atteint ses limites. Pendant plusieurs années, Lin Chunyi reste bloqué à un seuil frustrant. Il enchaîne les bons parcours sans jamais décrocher les titres majeurs. À chaque fois, il échoue dans les moments décisifs. Il a un genre de problème psychologique de la pression. Donc ça veut dire qu'il n'a jamais représenté Taïwan dans l'équipe nationale non plus. Il l'a déjà représenté, mais il n'est jamais arrivé jusqu'à des niveaux comme Tai Tzu-ying en finale ou dans les derniers ce qu'on appelle le dernier carré, c'est-à-dire demi-finale, finale. D'accord. En général, il échoue justement avant. Et ce qu'il disait justement après la victoire d'Angleterre, pour lui, c'est qu'il réfléchissait trop en voulant trop bien faire. Et donc c'est pour lui, donc dès qu'il arrivait dans des matchs importants, le jeu devenait tendu, rigide et presque mécanique sans vraiment jouer au final. Ce blocage mental est renforcé par un caractère assez réservé. Il garde ses émotions pour lui et n'exprime pas ses doutes, et donc le résultat, c'est que la pression s'accumule, il n'arrive pas à s'en détacher dans les moments importants. Du coup, cette victoire récente devrait pouvoir le réconforter, le réconcilier avec ses difficultés, en fait. Et il faut savoir qu'en fait, le tournant psychologique arrive début 2026, un peu contre toute attente, juste avant l'Open d'Inde, où il hésite même à participer, et il a des problèmes physiques, il est inquiet des conditions sanitaires, il est mentalement fatigué, mais son staff, les personnes qui l'encadrent, insistent pour qu'il y participe, et donc il y part au final sans pression, sans ambition, en se disant de toute façon ça va pas en ce moment, je vais rien faire d'exceptionnel, et il remporte le tournoi, bien sûr, évidemment. C'est comme ça, on est le plus détendu en fait. Et ça l'a un peu galvanisé, ça lui a permis en fait au final de rejoindre, enfin de continuer sur cette lancée. Le tournoi d'après en Allemagne, il fait 3e, pareil dans un gros tournoi, et ensuite c'est l'Angleterre et il finit premier, donc ça fait premier, 3e, premier. Il est premier au classement de ce qu'on appelle le World Tour en badminton, qui est l'équivalent d'un tournoi comme en tennis, l'ATP, etc. Et donc il est actuellement premier. Alors il faut savoir qu'il a participé la semaine dernière au championnat d'Asie de badminton, et au final il a fait forfait dès le premier match. Il s'est blessé 3 jours avant de participer. C'est dommage ça. Et c'est pas une énorme blessure, mais il voulait pas l'aggraver. Et vu qu'il il joue quand même de rester premier au World Tour, justement, le championnat d'Asie ne comptant pas dans les points, il s'est dit on va se reposer, on va essayer de faire le maximum pour continuer sur cette lancée. Et donc on va le revoir normalement au tournoi BWF Thomas & Huber Cups Finals au Danemark 2026, qui débutera le 24 avril prochain. Voilà, c'est encore un sport dans lequel Taïwan brille après le baseball, la boxe, c'est bien quoi. Voilà. À suivre. Donc c'est pour Lin Chunyi, et qu'on appelle donc Linsanity en référence au joueur de basket Jeremy Lin, qui a été le premier athlète à être appelé comme ça, et comme il s'appelle, son nom de famille est aussi Lin, c'est Linsanity du badminton. Voilà. D'accord, il y en a dans tous les sports du coup finalement. Linsanity. Voilà. Okay. Ainsi se conclut notre On en parle à Taïwan de cette semaine, avec des sujets très variés, pas forcément sexy, mais encourageants à la fin, en tout cas. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Meg, Valentin et Sasa pour Radio Taïwan International. À très bientôt. Bye.